Une tendance visiblement constante depuis 10 ans. En France, l'âge moyen du mariage ne cesse d'augmenter. Selon la dernière étude de l'INSEE, parue le 12 mars dernier, les femmes se marieraient à 37 ans en moyenne et les hommes à 40. Alors comment expliquer que l'on se marie de plus en plus tard? Problème d'engagement, envie de profiter de sa liberté un peu plus longtemps? Pourquoi se marie-t-on de plus en plus tard en France, Je vous propose de nous interroger en compagnie de nos 3 invités aujourd'hui dans cette émission sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai donc la joie de recevoir, pour commencer, le Père Ange Ngabo. Bonjour Père Ange, je commence par vous. Bonjour. Le seul à ma table, le seul prêtre aussi. Vous qui êtes à Créteil, jeune prêtre encore, on peut le dire, vous aviez raison de le préciser, depuis 2021, vicaire à Notre-Dame de Vincennes, et qui accompagnait notamment, je crois, des jeunes au mariage, ou des moins jeunes, mais en tout cas des personnes au mariage, ou pas encore trop, c'est pas encore votre... À Notre-Dame de Vincennes, on prépare beaucoup au mariage. Cette année, par exemple, j'ai autour de 15 couples. On est 4 prêtres, 1 diacre, et on a en moyenne autant les uns les autres. Donc on prépare beaucoup au mariage Notre-Dame. Donc chez vous, il n'y a pas trop de baisse par rapport aux autres années, ou quand même un peu? Après, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais Notre-Dame de Vincennes est une paroisse presque parisienne dans son fonctionnement. Ça veut dire qu'on profite aussi du fait qu'on est en ville, qu'il y a beaucoup de circulation. Mais évidemment, la réalité telle que nous la vivons à Notre-Dame de Vincennes n'est pas totalement représentative de ce qu'on peut voir dans le diocèse, ou un peu partout en France, pour dire ça de cette manière. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez avec lucidité un peu brossé le tableau. Chère Anouk et chère Pauline, bonjour. Alors, on commence par Anouk, qui nous vient de loin. Bonjour Anouk. De loin, mais pas si loin. Pas si loin que ça, un coup de train et c'est bon. Oui, vous venez de Belgique. Anouk Paulus, vous co-animez avec Chloé Lévy Feminity Podcast. Vous étiez déjà venu présenter votre travail précédemment autour de la femme. Et vous êtes également coach Live and Love Coach. Tout à fait. Voilà. Et merci pour cette invitation, parce que c'était déjà un grand plaisir la dernière fois. On avait vraiment et merci de revenir alors, sans votre collègue. Oui, malheureusement, elle est un petit peu souffrante. Donc voilà. Mais je suis contente de débattre de ce sujet-là, parce que je trouve que c'est... moi, personnellement, ça me parle et j'ai pas mal de retours de coachés aussi. Donc, ce serait intéressant de pouvoir peut-être amener des expériences et des témoignages. Eh bien, merci Anouk d'être là en tout cas. Merci. Et nous terminons ce petit tour de table avec Pauline Harry. Bonjour Pauline. Bonjour Ravie de vous recevoir. Merci. Vous êtes toujours journaliste spécialiste des questions des droits des femmes et de bioéthique. On peut mentionner votre dernier ouvrage, Les ravages du genre, aux éditions du Cerf. Pauline Harry, alors vous qui êtes un peu notre journaliste, observatrice, enfin Anouk aussi, et le Père Ange aussi, mais ce chiffre d'abord vous étonne-t-il ou pas? Non, parce que en fait la signification du mariage déjà évolue avec une laïcisation de la société. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le sens de l'engagement de notre société avec le recul ou une vision différente de la religion, donc de la sacralité du mariage, le fait qu'à présent les femmes font des études, ont le contrôle de leur maternité, de leur fécondité, donc on n'est plus obligé d'être marié pour faire des enfants. On n'a plus l'image de la femme qui tombe enceinte accidentellement et qui est obligée de se marier, parce que sinon c'est l'opprobre total. Donc à la fois quand même une libération pour les femmes et pour les hommes, en même temps peut-être une peur de l'engagement. Donc est-ce qu'il y a du bon, du moins bon dans ce phénomène? Vous avez mentionné le mot contrôle, c'est intéressant. Père Ange, qu'en pensez-vous? C'est intéressant ce premier élément. C'est vrai que notre mode de vie est très différent. Nous faisons des études, longues études. Nous travaillons longtemps, nous avons des responsabilités assez vite. Et pour avoir été dans le monde de l'entreprise avant de devenir prêtre, j'ai pu expérimenter que quand on est chef d'équipe, quand on est top manager, on ne peut pas avoir de vie de famille, qu'on est un homme ou une femme par ailleurs. Et évidemment, la question de l'engagement, du mariage entre autres, et par corollaire, le fait de se fixer quelque part avec une personne, on perd une forme de mobilité. Or, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous demande d'être mobile, d'être adaptable, de pouvoir du jour au lendemain bouger. Alors, je dirais presque en plaisantant que l'Église a compris le truc avec son célibat des prêtres, parce que nous, on est d'une grande mobilité. Mais la parenthèse humoristique est terminée. Ce que je voulais simplement dire, c'est que notre mode de vie, je pense, explique un peu aussi, vous l'avez dit fort à propos, je vais dans votre sens, et que cette mobilité qu'on nous demande, cette surdisponibilité qu'on nous impose pour ce qu'il faut faire à gauche et à droite, fait que s'engager, se marier, avoir des enfants, se fixer quelque part, même psychologiquement, ça devient difficile parce que on a le sentiment qu'on perd
quelque chose, de la mobilité, de la liberté, et on pourrait décliner comme ça jusqu'à demain. Alors, évidemment, ça pose toute une série de questions, et je terminerai ce premier mot en disant que, de ce que j'observe, une autre question que ça pose aussi, c'est la manière avec laquelle on comprend l'accomplissement de sa vie. Est-ce que ma vie s'accomplit parce que j'ai trouvé le travail de mes rêves, parce que j'ai réalisé le projet de mes rêves, ou parce que je suis avec la personne de mes rêves? Autant de petites questions qui font que le curseur ne se mettra pas au même endroit pour tout le monde. Il faut dire ça de cette manière-là. Anouk, qu'en pensez-vous? Je trouve ça très juste, très très juste. C'est vrai que dans le passé, on avait la femme s'accomplissait surtout par le mariage et le fait d'avoir une famille. Aujourd'hui, l'accès au bonheur, il est multiple. J'aime vraiment cette idée. On a envie de pouvoir s'accomplir en tant que personne, mais déjà apprendre à mieux se connaître. Et c'est vrai que quand on se marie jeune, est-ce qu'on se connaît en tant que femme, en tant qu'homme? Est-ce que on ne manque pas finalement d'expériences qui nous permettent de dire voilà vraiment ce que je veux? Donc c'est vrai que il y a ce temps qui est utile. Vous avez parlé aussi de mobilité. Je trouve ça très intéressant. C'est une forme de liberté. Et peut-être cette croyance qu'on n'est pas libre en couple ou marié. Donc ça, je trouve que ça, c'est intéressant de creuser parce que je pense qu'on peut être très ancré, très croyant, stable et pourtant libre dans le respect de l'évolution de nos carrières respectives ou de nos envies ou de nos projets. Ça, c'est quand même un challenge. Mais pour moi, c'est totalement faisable, vraiment. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, on se rend compte qu'être heureuse, c'est pas juste être accompli dans un couple ou dans un mariage, c'est multifactoriel, c'est multi... On se retrouve à la fois à la croisée des chemins entre à la fois, effectivement, ce que vous êtes en train de nous dire entre les lignes, au fond, Anouk Polus, c'est qu'en fait, à la fois, on a envie de s'accomplir, et on peut le comprendre, femmes et hommes, dans les études, ensuite dans notre travail, et en même temps, on aspire quand même, dans un coin de notre tête, de notre esprit et de notre cœur, à rencontrer quelqu'un qui sera avec nous pour toujours et de fonder une famille. Mais on se dit, mais je vais perdre peut-être ma mobilité. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, je ne fais rien, du coup. Pauline, c'est résumé finalement un peu la situation? Oui. Après, j'ai vu aussi que... il y a le mariage un peu diminue dans l'affectation, dans le rêve. Absolument, c'est proportionnel en fait. Par contre... Le couple reste la norme, reste comme un idéal. J'ai regardé, alors le nombre de personnes en couple entre 1966 et maintenant, donc j'ai plus les chiffres, il y a une baisse qui est légère. Donc voilà, quand même, il faut quand même relativiser tout ça. C'est pas la fin du couple en fait. Non, voilà, c'est ça, ça reste un idéal. On a quand même envie de vivre à deux. Enfin, la majorité des gens trouvent quand même que c'est plus agréable cette émission de vivre à deux. Je pense que si on surfe un peu là-dessus, dans la foi chrétienne, on voit dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai. L'homme est un être de relation par totalement. nature, dira-t-on. Et c'est vrai que si on reste toujours dans la perspective chrétienne, le sacrement du mariage, qui n'est pas simplement le fait de consacrer une vie à deux, mais de consacrer un chemin qu'on veut vivre à deux. C'est pas tout à fait pareil. Chemin. Ben oui, parce qu'on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie pour s'aimer, pour dire ça de cette manière. On ne se marie pas parce qu'on vit ensemble, on se marie pour construire quelque chose ensemble. Et l'idée donc de la sacramentalité du mariage, puisque c'est aussi un sacrement dans la vie de l'Église, pose aussi le rapport à la compréhension que nous avons de Dieu présent dans nos relations. Vous savez, aujourd'hui, pour beaucoup, alors même si effectivement les catéchumènes sont de plus en plus nombreux, les chiffres le montrent, on voit bien que pour beaucoup, pendant un certain temps, la question était de se dire, il y a moi, il y a Dieu, et il n'y a que nous deux. Et l'Église vient rappeler dans ces sacrements qu'il y a moi, il y a Dieu, mais il y a les autres aussi. Et dans ces autres, il y a l'autre avec lequel on construira sa vie. Et je peux témoigner en disant que mes parents, hier, ont célébré un peu en avance le 43e anniversaire de mariage. Ils sont à Cana pour ça, donc ils sont allés en Terre Sainte. Incroyable. Oui, je suis assez content de ça. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait réfléchir, parce que quand ils nous envoient un peu les images en disant, voilà, on fête nos 43 ans de mariage, on a voulu aller à Cana pour cela. Et je me dis, qu'est-ce que ces deux-là font ensemble, d'une certaine manière? C'est vrai. Papa était professeur de philosophie, il a pris sa retraite. Maman était chef d'entreprise, elle avait un atelier de couture, elle était aussi professeure d'instruction civique. Tous les deux ont pris la retraite. Et c'est vrai que dans la manière avec laquelle ils ont habité leur carrière, il y a des choix qu'ils n'ont pas faits à cause de ce mariage, du fait des enfants qu'ils avaient. On est 6. Des choix, vous voulez dire de carrière? Par contre, sans rentrer dans votre vie personnelle. Oui, il y a des choix de carrière que papa et maman ont refusé de faire. Ils ont renoncé à des choix de carrière. Oui, parce que le prix à payer pour cela, c'était leur mariage. Ce sont les mots qu'ils emploient. Ils vous l'ont dit. Évidemment, puisque en bénissant leur 40e anniversaire,
on a eu le temps de discuter un peu. Et peut-être qu'une question que ça me pose à moi aujourd'hui dans la réflexion que nous avons, c'est, évidemment, nous voulons voir tout ce que le monde propose. Est-ce qu'on peut voir tout ce que le monde propose? Je ne suis pas sûr de ça. Saint Paul dit, tout est possible et tout n'est pas profitable. Et l'idée de s'engager, de se marier, par exemple, c'est de se dire, il y a des choses que je ne verrai pas. Il y a des expériences amoureuses que je n'aurai pas, puisqu'il y a quelqu'un. Et ce renoncement-là, il est plus difficile qu'on ne le croit. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le sentiment qu'on nous ampute de quelque chose. Qu'on rate quelque chose et qu'on nous ampute. C'est à peu près ça, dis donc, c'est ce témoignage, ça secoue ce témoignage à nous qui est Pauline. Oui, tout à fait, mais il y a quelque chose que vous disiez, le fait de... À l'époque, de se marier et de construire ensemble, d'avoir une vision ensemble et finalement d'apprendre à se connaître ensemble. Aujourd'hui, je pense que le mariage vient plus en aboutissement qu'en démarrage. Donc, on voit souvent que les gens finissent par se marier, mais ont vécu un certain temps ensemble, des expériences ensemble, et finalement célèbrent parfois 10 ans de vie commune par un mariage. Donc, ça, on le voit de plus en plus. Oui, vraiment. C'est vrai, et donc, c'est comme la cerise sur le gâteau, voilà, pour célébrer, mais pas forcément cet engagement. Et je crois que c'est cette peur de je ne me connais pas, je ne connais pas l'autre avec un grand A, et j'ai peur de construire. Mais ce qui me touche beaucoup dans ce que vous dites, c'est justement ce côté je renonce. Je pense que cette génération, elle a envie effectivement de... tout est possible, en fait. On a envie... renoncer, quoi. Oui, et alors on a envie de multiplier les expériences, que ce soit avec d'autres, avec des conjoints, avec voyager, etc. Mais peut-être qu'on perd effectivement le fil. Et comme on l'a dit là tantôt, on revient toujours au départ, j'ai quand même envie de fonder quelque chose. Et j'ai envie que ce soit durable. J'ai envie que ce soit profitable pour chacun. Alors, sans être un rêve de princesse, il y a quand même un rêve presque fondamental qui nous habite plus ou moins tous. Et c'est vrai que ça rejoint Saint-Paul, l'homme n'est pas fait pour être... c'est interdépendance. Non, je parlais de la jeunesse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, cette interdépendance, finalement, qui est propre à notre... au fait qu'on soit humain, en fait, et qu'on ait besoin de... En fait, on parle toujours... J'ai pas mal de gens qui viennent me voir pour des dépendances affectives, et je les rassure aussi en disant... La dépendance, c'est sain. Après, il faut mettre le cadre, mais c'est important qu'on soit en relation, et je pense qu'on ne s'épanouit que comme ça. Le gros mot chez les psys, la dépendance affective. Bien sûr. Alors, un petit élément qui me semble intéressant pour surfer sur ce que vous avez dit, vous savez, dans la théologie de l'Église catholique, on croit que les sacrements sont à la fois un point de départ, une étape sur la route et un horizon vers lequel on marche. Et tous les sacrements fonctionnent comme ça. Le baptême a peut-être une petite exception, parce qu'il est réellement un point de départ, dira-t-on. Cependant, le sacrement du mariage, évidemment, est vu pour beaucoup comme une sorte d'accomplissement. On a vécu ensemble un certain temps et on confirme. Mais en même temps, l'Église pense différemment. Elle pense que ce sacrement vaut le coup pour démarrer quelque chose. Il vaut le coup pour être une étape sur la route. Il vaut aussi le coup pour être un idéal. Et pour cause, on comprend dans le sacrement du mariage un signe visible de l'union, de l'alliance que Dieu veut avoir avec l'humanité. C'est la raison pour laquelle dans nos paroisses, nous avons le devoir de préparer. Dans ma paroisse, par exemple, pour les couples que je prépare, ils peuvent en témoigner, c'est 1 an. Enfin, si vous venez 6 mois avant votre mariage, je ne vous prépare pas. Parce que je crois que si on tient un peu cette triple réalité de ce sacrement, il faut se donner les moyens de se dire, est-ce que un minimum syndical est réuni pour que je fasse la route avec celui-ci? Est-ce que je me suis posé les bonnes questions? Est-ce que je me connais suffisamment moi-même pour faire quelques pas avec celui-là? Quand l'Église propose le temps des fiançailles, par exemple, qui est relativement long ou court en fonction des circonstances, il y a cette petite idée derrière. Alors évidemment, on ne peut pas faire le tour d'une personne avant de l'épouser. On n'épouserait personne. Mais en même temps, mais c'est vrai. Mais en même temps, on peut pas s'engager comme ça sur un coup de tête. Donc il y a un juste milieu des deux que la liturgie et la liturgie sacramentelle de l'Église, je crois, a compris. Et peut-être qu'une difficulté que nous avons dans certains lieux, c'est que nous n'arrivons pas à tenir ça. Je terminerai en prenant un exemple qui s'est passé dans ma paroisse. Ils arrivent en janvier en disant « Nous voulons nous marier en mars. Préparez-nous. » On leur a dit « C'est un peu difficile. » Alors, ils nous ont bien engueulés. « C'est à cause de vous que l'église est vide, que les gens ne se marient plus. » Et ils sont partis. Je leur ai dit néanmoins en partant, de vous à moi, mes amis, si j'avais dit oui, est-ce que vous nous auriez pris au sérieux? Est-ce que cette réalité dans laquelle vous voulez vous engager, vous l'auriez pris au sérieux? Je crois que non. Et enfin, voilà, la réalité du mariage, la réalité de la vie à deux, ça demande un peu de plonger dans le grand bain. Vous avez qu'à leur parler de vos parents. Prochaine fois. Prochaine fois. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là que ça pose, il faut dire ça comme ça.
Pauline. Oui, je voulais revenir un peu sur l'idéalisation de la vie à deux, du mariage, de l'engagement. Je pense que ça reste encore, c'est encore prégnant. Après, est-ce qu'il n'y a pas justement un peu un manque de croyance dans le mariage, dans la mesure où, pour moi, c'est pas incompatible le fait qu'on... En fait, il y a une tendance, de la même façon qu'on cherche le boulot idéal, qu'on cherche un peu la vie idéale, en allant un petit peu dans tous les sens. Dans une certaine mesure, en matière de partenaire, il peut y avoir la tendance de se dire, je peux toujours trouver mieux, en fait, ou si c'est pas cette personne, est-ce que cette personne me va ? Il y en a d'autres aussi qui sont très bien. D'où, voilà, le fait aussi de se marier plus tardivement, parce qu'il m'attend. Pourquoi est-ce que je ferais l'effort d'aller vraiment comprendre cette personne, ses failles, ses difficultés, ses contradictions, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont très mignons à côté. Donc en fait, c'est comme ça. C'est pas ce qu'elle a dit. Et en même temps, il y a aussi une désacralisation. Enfin, en fait, on a un regard sur le mariage, le couple de nos parents, surtout de nos grands-parents. Il y avait un documentaire très beau sur les femmes au foyer, qui disait que, en fait, la vie des femmes au foyer pouvait être vraiment un enfermement extrêmement ennuyeux. Il y a eu Betty Friedan, qui est une féministe dans les années 60, qui a dit « Mais pourquoi est-ce que toutes les femmes mariées aux États-Unis prennent du Lexomil, en fait ? Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose avec le mariage ?» Donc, il y a eu quand même après pour leurs filles de se dire « Est-ce que vraiment la vie de femme mariée est seulement un épanouissement personnel ?» Pas forcément. Il y a aussi le fait que, alors quand on dit l'âge du mariage est tardif, est-ce que vous prend en compte l'âge des remariages ? Oui. C'est ça, parce qu'il y a l'âge du premier mariage qui recule. Il y a aussi le fait que des gens se divorcent et se remarient, ou sont pacsés et ensuite se marient, ou l'inverse. Donc tout ça aussi, ça rentre en compte. Et en fait, depuis 60... C'est encore pire, alors ça doit être encore plus élevé. Bon, bref, oui, voilà. Ouais. Et en fait, depuis 75 ou 76, on a le mariage par consentement mutuel. Donc, maintenant, c'est plus facile de divorcer. Avant, c'était mariage pour faute. Il fallait prendre son mari en tort, engager des détectives privés. Quand on y pense, c'est vrai que c'est complètement fou. Et maintenant, les deux sont d'accord. Ça peut prendre 1 an, même moins. Donc, en fait, quand on se marie, on se dit qu'il y a toujours la possibilité du divorce. Et tant mieux, je veux dire. Je ne souhaite pas que les personnes soient enfermées dans un mariage qui les rende malheureux. Donc, l'Église craignait qu'après la loi de 75, les divorces augmentent. Ça a été le cas. Il y a une multiplication par 4 depuis 75. Donc, voilà, c'est un peu compliqué aussi de se marier. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on attend. Et moi, j'ai noté, on attend peut-être trop aussi. On attend peut-être trop. On se dit tellement que le mariage doit être comme celui de nos grands-parents qui ont l'air formidables. Que nous, on est pas du tout capable en fait de surmonter les difficultés à deux, etc. Je pense que sur cette question-là, et c'est vrai à mon avis pour le mariage comme pour tout engagement, si on considère, je crois, et je peux me tromper, si on considère un engagement comme étant une fin en soi, c'est prendre un TGV et foncer dans un mur. On va se casser quelque chose, c'est certain. Néanmoins, si on comprend un engagement comme un pèlerinage au sens premier du terme, ça veut dire qu'on va cheminer avec quelqu'un. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait un pèlerinage à pied. Alors je peux vous assurer que à la fin de la journée, vous sentez qu'il s'est passé quelque chose. Et la vie avec quelqu'un d'autre que soi est de cet ordre-là. Il faut s'y attendre. Pas diaboliser, mais s'y attendre. Mais il faut s'y attendre. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps pascal en ce moment. Et on voit bien que le Christ ressuscité, quand il se manifeste aux apôtres, l'Église qui se construit, ce n'est pas le monde des bisounours. On est en train de lire dans la liturgie, d'écouter dans la liturgie le livre des Actes des Apôtres, avec à la fois des choses très belles, des premières communautés chrétiennes qu'on idéalise parfois trop vite, mais aussi des choses compliquées, Ananie, Saphir, pour ne prendre que cet exemple-là. Et je pense que, et pardon, je parle encore de mes parents, mais je les ai interrogés en leur demandant, mais comment vous faites en fait ? Et ils me disent, il n'y a pas de recette magique à proprement parler. D'abord parce que ça se saurait. Et la seconde, c'est parce que, et j'espère ne pas trahir leur pensée en disant cela, ils se sont dit, on a pris comme parti que ce n'est pas acquis. Que même si on s'aime beaucoup, qu'on veut faire la route ensemble, ce n'est pas acquis. Il y a quelque chose qui est toujours à acquérir. Et le second, c'est que la perspective vers laquelle on marche, on n'y est pas encore, pour le dire de cette manière-là. Ça suppose qu'on peut être fou, amoureux et très en colère. On peut être passionné et pas d'accord. On peut construire un projet et avoir des divergences profondes sur le projet en lui-même. Néanmoins, et on a une trace de ça dans le rituel du mariage, vous remarquerez que dans le rituel du mariage catholique, on ne demande jamais aux fiancés s'ils s'aiment. C'est vrai. Ça va de soi. Je ne vais pas dire que ça va de soi, oui ou non. C'est presque pas notre problème. Mais on leur demande s'ils se choisissent.
C'est ça. Et c'est pas tout à fait la même chose. Parce que aimer quelqu'un, c'est une chose, le choisir, c'en est une autre. Et la réalité du mariage, c'est un choix qu'on pose encore et aujourd'hui. Et il faut mettre dans sa tête que c'est pas acquis. Eh bien, j'espère que Tannhauser nous confirmera ce que vous venez d'évoquer. Romance à l'étoile, pas sûr, mais à voir quand même. Toujours viser les étoiles, ça c'est important dans une vie. Moi j'aime beaucoup les étoiles. À tout de suite. L'amour tragédie, l'amour Wagner avec Tannhauser sur Radio Notre-Dame et RCF pour cet extrait de cette romance à l'étoile. Pourquoi se marie-t-on de plus en plus tard en France? On en parle aujourd'hui avec mes trois invités, Anouk Paulus, Pauline Harry et le père Eugène Gameau. Et effectivement, il y a une question de terme à bien analyser ici autour de cette table. Et j'ai bien aimé, Père Ange, effectivement, on s'était arrêté là-dessus. On ne dit pas on s'aime, on ne se promet pas de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. On se choisit en termes de sacrement religieux dans l'Église catholique. Et ça veut dire quand même quelque chose d'important, hein. Ben oui, ça veut dire que le sacrement ne se construit pas simplement sur notre seul sentiment, parce que les sentiments, nous le savons, ils sont fluctuants. Je dirais fluctuants. Non, pas fugace, c'est un peu... Oui, parce qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer un peu quand même. Mais c'est compliqué d'aimer un conjoint qui est malade. C'est compliqué d'aimer un conjoint qui vous a trompé. C'est compliqué d'aimer un conjoint qui a une fragilité. C'est compliqué, il faut le dire. Il y a des tempêtes dans le couple qui sont invivables. Et certaines, il faut le dire aussi, sont insurmontables. Et l'idée, justement, de se choisir chaque jour, c'est de se donner les moyens de le faire. Permettez-moi d'utiliser une image. Si vous voulez faire du covoiturage et que vous partez de Paris pour Marseille en voiture, il faut se dire qu'à un moment ou à un autre, on passera à la pompe. Il faut se dire qu'à un moment ou à un autre, on fera une pause. Il faudra se dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura la pause pipi, etc., etc. Et il ne faut pas entrer dans la voiture en se disant, on est beau, on va accélérer et dans 3 heures, on est arrivé. Non, pourquoi? Parce que envie, mais non. Jean Mercier écrit dans Monsieur le curé fait sa crise, très beau livre d'ailleurs, il dit
Quand on idéalise, ça veut dire qu'on n'aime pas assez. Quand on idéalise, ça veut dire qu'on n'aime pas assez. Aimer les gens, c'est composer avec leur pli. C'est lui qui le dit. Composer avec leur pli indéfroissable. Quand j'épouse quelqu'un, non, c'est pas mon chevalier servant pourfendeur de dragon. C'est la personne que j'ai choisie, avec ses hauts et avec ses bas. Et en acceptant son humanité et la mienne, tous les jours, on a le courage de se poser les vraies questions. Les vraies questions. De dire, mon chéri, je constate que tu ne me regardes plus assez. Que se passe-t-il ? On s'arrête, on s'interroge. Ou encore, je me rends compte que tu rentres de plus en plus tard. Le travail prend de plus en plus de place dans notre vie de couple. Pause. On s'aime, c'est bien. Mais demain, si on continue comme ça, on ne s'aimera plus. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. On s'arrête et on se pose des questions où on ne se choisira plus. Faut dire ça comme ça. Sur Oui, donc pour se marier, il faut se donner les moyens. Faut dire ça comme ça. Mais je trouve aussi que, enfin, vous parliez de l'idéalisation, mais de l'amour et de ce que c'est vraiment le couple. L'amour, effectivement, il demeure, mais il change un petit peu. Moi, je vois mes parents, c'est un amour. Pas fraternel, mais je veux dire, quand on vieillit, c'est quand même différent, mais il y a toujours cette entraide et ce respect. Mais je pense que ça aussi, l'idéalisation du conjoint parfait, l'idéalisation de ce que c'est l'amour, le fait que la société nous matrixe avec des images complètement faussées de ce qu'est l'amour, on est jeune, et on s'attache à quelque chose qu'on ne trouvera jamais. Donc, en fait, on cherche partout quelque chose qu'on ne trouvera pas, qui n'est pas réel. Et là, tantôt, on parlait aussi du fait que on peut avoir cette image des parents. Moi, mes parents sont ensemble depuis aussi plus de 45 ans. Mais il y avait une culture où on ne communiquait pas sur ce qui n'allait pas. Donc, moi, en tant qu'enfant, je me disais, ouah, je veux pareil, c'est incroyable. Mais avec aucune idée, et même adolescente ou jeune adulte, avec aucune idée de ce que c'était réellement le couple. Cette bataille du quotidien, ces jours où on se dit, est-ce que je l'aime encore ? Est-ce que j'aime cette fragilité ? Est-ce qu'aujourd'hui, je pardonne cette tromperie ou ce mensonge ? En fait, on ne voit que la façade, encore une fois. Donc aussi, cette idéalisation, et on se sent démuni quand on commence à prendre nos premières blessures, quand on commence à se rendre compte que les gens ne sont peut-être pas si parfaits que ça. Et je crois que ça, c'est un petit peu un mythe qu'il faut déconstruire. C'est... L'amour, c'est pas parfait, c'est pas lisse, c'est pas... Il y a toutes ces aspérités dont vous parliez, et je pense que quand on comprend ça, moi, avec mes yeux d'adulte, je vois mes parents, maintenant je souris, parce que j'ai compris, mais j'ai 40 balais, quoi. et j'aurais aimé pouvoir comprendre ça avant, parce que j'aurais épousé ces aspérités. Probablement, j'aurais pas été en colère en me disant, mais en fait, on m'a menti, c'était pas comme ça. En mode princesse qui se réveille, quoi. Mais je pense ça, et alors aussi pour accompagner des personnes où ils ont cette image idéalisée de leurs parents et cette volonté de pouvoir reproduire à l'identique, mais avec une méconnaissance. Et alors, beaucoup de gens aussi qui ont connu des parents divorcés et qui, à l'inverse, n'y croient plus du tout et ont l'impression que c'est complètement impossible de pouvoir avancer avec quelqu'un dans la vie durablement, avec cette peur de l'engagement. Et non, c'est pas possible en fait, ça ne marchera pas. Or, c'est pas un chemin tranquille. On fait des arrêts, on fait des... Ouais, donc cette idéalisation, je pense que la société, les films à l'eau de rose, ça nous aide pas forcément en tant que jeune adulte ou adolescent. Pauline arrive, une réaction, vous avez une question après sinon. Oui, alors évidemment que le fait qu'il y aura des difficultés, après il y a quelque chose pour moi d'intéressant là-dedans, c'est que c'est pas seulement accepter qu'il y aura des difficultés, comme à Place Passager, il y a des dodanes. Voilà, c'est ça. Non, en fait, ça va loin. C'est que, en fait, on se dit, mais est-ce que je suis capable de pardonner ça ? Oui. Et ça, pour moi, c'est ça qui est difficile dans le couple. C'est-à-dire, ok, c'est confortable de dire, il a fait ça, il est pas bien. Je raconte ça à mes copines, elles vont toutes dans mon sens. Ça, on sait faire, ça va. Mais après un certain âge, on se dit, mais moi, est-ce que je suis capable, en fait, d'oublier, de pardonner, d'aller au-delà, de peut-être voir les choses différemment ? Pour moi, ça, c'est dur. Et voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à faire ce travail et que c'est plus facile de dire, non, ça, c'est pas pour moi. En même temps, et voilà, moi, je viens de la défense des droits des femmes et du féminisme, donc j'ai quand même aussi le regard de dire, en même temps, les femmes sont aussi conditionnées à accepter des choses que peut-être elles ne devraient pas accepter. Et donc, c'est difficile de composer avec les deux. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes, voilà, comme nos mères, ou plutôt nos grands-mères, d'ailleurs, ont subi des choses. Enfin, on sait que la violence conjugale a été reconnue vraiment tard. Que, voilà, encore maintenant, les femmes font, ça dépend des chiffres, mais le double des tâches ménagères qui ne sont pas reconnues. Enfin, les femmes supportent plus de choses que les hommes et c'est pas une question de on se compare et c'est pire pour les femmes, mais c'est une question de dire que les femmes ont tendance à trop accepter.
Et après, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a des... Et après, le vase est trop plein, c'est ça que vous voulez dire, et qu'après, c'est trop tard, c'est ça que vous voulez dire. Aussi, où il peut y avoir aussi la réaction de dire les femmes qui se revendiquent comme célibataires volontaires, ça peut être le cas, ça peut être pas le cas. Je sais pas, je dis pas qu'elles sont pas sincères. Mais en fait, de dire en réaction, non, moi je suis heureuse seule. Oui, tu es heureuse seule parce que tu es toujours mieux qu'avec un homme qui t'exploite, évidemment. Toutes. Mais ça, c'est vrai que ça retarde. Bah oui, forcément. Oui, donc ça retarde. C'est intéressant parce que vous égrenez comme cela, au fond, le chapelet des raisons, Père-Ange, mais des raisons, effectivement, qui freinent au mariage. Et Père-Ange, c'est vrai que ça en fait partie. Mais il y a aussi la fameuse crise, vous en parliez pendant que nous nous sommes séparés quelques instants, la crise sacramentelle. Vous disiez qu'il y avait effectivement, parfois même à la quarantaine, même peut-être à la trentaine, parfois aussi, une espèce de crise qui fait qu'on, tout à coup, rien ne va plus à bord, quoi. Vous savez, je pense que toutes ces questions-là, elles sont aussi l'expression, et vous l'avez dit fort à propos, d'une blessure anthropologique que nous portons à l'intérieur de nous, une blessure relationnelle. Du côté des femmes, par exemple, une masculinité toxique a fait du mal à un nombre incalculable de femmes, et malheureusement le fait encore aujourd'hui, pour le dire. Et la blessure de ça fait qu'il y a un type d'engagement qui ne se fait pas. Et je pense que cette blessure, on a une trace de ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Ce chapitre est assez intéressant parce qu'on voit une forme d'humanité toute puissante, en tout cas qui veut être toute puissante, et qui se casse le nez parce qu'elle se rend compte qu'elle ne l'est pas. Et ça produit quoi? De la violence. Caïn tue Abel, et la suite de l'histoire, on la connaît. Là où Jésus-Christ, et on l'entend en ce temps pascal, vient peut-être nous donner des pistes pour réfléchir, c'est que le ressuscité nous a déçus. Il faut le dire. Pourquoi? Jésus nous a tous déçus, déjà parce qu'il est mort. Je vous rappelle quand même que quand il entre dans sa passion, déjà tout le monde s'en va parce que voir Dieu humilié tout nu sur la croix, ça ne marche pas. On l'entend dans Luc 24 avec les disciples d'Emmaüs en disant « Nous, on croyait qu'il nous apporterait la libération de nos problèmes sociaux, la libération de nos problèmes relationnels. » Et qu'est-ce que Jésus fait? Il nous déçoit. Il nous déçoit, pourquoi? Parce qu'il nous fait regarder ailleurs. Il nous fait regarder ailleurs, il nous fait regarder dans notre humanité. Vous savez, nous avons tous et toutes une idole à l'intérieur de nous, une idole de la relation, une idole du mariage, une idole de ci, une idole de ça. Et Dieu vient la casser en morceaux, cette idole-là. Et quand il la casse en morceaux, on voit que se cachent derrière nos blessures, nos peurs, nos inquiétudes. Or, on ne peut s'engager que si on met le doigt là-dedans. Vous remarquerez que le ressuscité garde les plaies de la passion et demande à Thomas de venir mettre le doigt dedans pour dire, mon pote, si tu me veux, moi comme ressuscité, accepte l'humanité dans laquelle je ressuscite. Ce que je cherche à dire, c'est que la crise sacramentelle, c'est un peu une expression de ça. On a une idole, on a un idéal. On entre dans le truc, puis on se rend compte qu'en fait, c'était pas ça. Il laisse traîner ses chaussettes. Il se met en colère. Mais, pardon, mais... Il ne change pas de caleçon. C'est tout ça, mais, vraiment. Et on se rend compte que ça nous énerve, que ça abîme quelque chose en nous. Et idéalement, bon, ça je ne le souhaite à personne, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut se dire, ok, on fait quoi maintenant? Quelles sont les bonnes questions qu'on peut se poser pour continuer la route ou pas? Parce que c'est ça aussi ce qui est en jeu. Et je terminerai en disant que là où les sacrements de l'Église nous invitent, je crois, à être attentifs, c'est d'entrer dans la grâce qu'il donne avec notre humanité. Le ressuscité a des trous dans les mains et dans les pieds, pour dire ça comme ça. Et quand nous nous marions, ça ne supplée pas notre nature. Au contraire, ça vient l'accompagner. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre de la grâce sacramentelle si on ne s'est pas un peu réconcilié avec sa nature. Or, se réconcilier avec sa nature, sa culture, son histoire, c'est regarder ses blessures en face. Regardez le fait qu'on a été blessé ici et là. Et pour reparler de mes parents, et puis je m'arrête. Ah non, continuez. Moi, j'ai eu la chance de les voir pas d'accord. Mais vraiment, en mode pas d'accord du tout. J'ai même entendu ma mère un jour dire à mon père, tu refais ça, je te quitte. C'était terrible. Et moi, je me disais, mais c'est vrai. Et un truc qui s'écroule. Mais en même temps, quelque chose d'autre s'est construit. Je me suis rendu compte que ces deux-là ne sont pas des anges. Ils sont humains, ils ont de vraies questions, mais en même temps, ils se donnent de vrais moyens pour réfléchir à leurs questions. Et Dieu merci, ça fait 43 ans que ça dure, et c'est plutôt bien. Ils frisent les noces d'or, 50 ans de mariage, imaginez. Moi, j'attends ça avec impatience. Vous allez les emmener où, alors, après Cana Je sais pas, on verra.
Bon, Anouk. Mais le doigt quand même sur cette communication. Parce que 2 fois de suite, finalement, là, tantôt, vous parliez des bonnes questions à se poser. Maintenant, encore une fois, vous avez pu entendre vos parents s'exprimer. Là, tantôt, on parlait, Pauline, tu parlais de le fait d'entendre, de prendre sur soi, de peut-être pas communiquer, de prendre, et puis à un moment donné, d'exploser et dire, en fait, je suis pas d'accord. Donc, il y a quand même quelque chose qui manque et qu'on n'apprend pas suffisamment. C'est une communication non violente dès le départ. C'est « je ne vis pas bien quelque chose ». J'apprends à l'exprimer sans me victimiser ou sans rejeter la faute directement sur l'autre. Et on trouve des solutions ensemble, mais on en discute vraiment. Oser être vulnérable, oser dire que ça nous a déçus, mais sans remettre en question tout, sans dire je mets une bombe et j'éclate tout et je te menace que demain je pars. En fait, ça manque énormément et je pense qu'aujourd'hui, dans les personnes que j'accompagne aussi, il y a un manque de communication et de comment bien communiquer. Et je trouve que ça, ce serait vraiment un outil. Et je pense que la préparation au mariage, ça, c'est un super outil parce qu'en une année, je suis persuadée que les sujets que vous abordez permettent vraiment de peut-être désamorcer des choses ou apprendre à bien exprimer mes sentiments sans blesser l'autre et en apprenant finalement en fait, on commence déjà le chemin. Oui. Mais c'est des outils, c'est des outils qu'on n'apprend pas. Mal, déjà, hein. Passer un message négatif à quelqu'un, c'est la base. Ça ferme la porte, quoi. Mais personne n'a les outils au départ. Je pense qu'on peut aussi dire très rapidement sur cette question que on a du mal à assumer aujourd'hui que nous pouvons être fragiles. Oui. Et dès qu'on prononce le mot fragile, on pense au psy. Voilà. Or, notre fragilité fait partie de notre humanité. Oui. Et avoir mal, il faut dire j'ai mal, voilà. Et être capable d'en parler de la manière la plus apaisée possible, oui. Et sans tout remettre en question, notamment le mariage, le couple. Et ça aussi, parce qu'il y a toujours cette menace de « sinon, je pars, je te quitte ». Mais le problème, c'est que quand tu dis ça toutes les semaines, ça perd en crédibilité. Ça marche plus, non, ouais. Et puis quand même, cet engagement, c'est un acte fort. Donc, la volonté, c'est durabilité. Donc, tu remets pas tout en question, mais pouvoir apprendre de l'autre, de soi et amener cette discussion. Ouais. Je crois que c'est vraiment important. Pauline, oui, par rapport à la fragilité qu'on doit accepter, je trouve ça très intéressant parce qu'on est dans une société où à la fois on se surprotège et en même temps on n'a pas le droit d'être fragile mais pas malade. C'est-à-dire qu'en fait on est dans un... À la fois il faut jamais être offensé, il faut toujours prendre les espaces safe, il faut prendre soin de soi, le bien-être, le développement personnel. Et en même temps, quand il y a un problème, soit c'est une maladie, donc ça peut être une maladie, ça peut être un trouble, de la dépression, donc ça va être soigné, mais si c'est pas le cas, il faut tout de suite l'éliminer. En fait, on n'a pas le discours de dire « là, je vais pas bien ». Non, j'ai pas besoin d'antidépresseurs, c'est juste que je vais pas bien. Mm-hmm. Après, il faut faire la différence, parce qu'il y a des gens aussi qui ne se soignent pas alors qu'ils devraient. Et ça, c'est un vrai problème. On est d'accord. Mais normaliser le fait d'avoir de la vulnérabilité, d'avoir des zones d'ombre. Oui. En plus, qui est propre à chaque humain, je crois, sur Terre. Enfin, Perrange, vous n'allez pas me contredire. Je pense que c'est juste normal de ne pas aller bien à des moments de la vie, quoi. On a tous des hauts et des bas. Enfin, voilà. Bref, en fonction des pantoufles, continue comme ça. Non, c'est juste, on voit Jésus dans l'Évangile qui, à un moment, est au bord de la dépression, quand même. Quand Jésus raconte la parabole... Vous y allez fort. Hein. Ah oui, j'assume ce que je dis. Quand on voit Jésus raconter la parabole du semeur, alors son ministère public, ça fait 2 ans et demi qu'il a commencé, et ça marche pas, quoi. Il s'égosille toute la journée, et tout le monde est à côté de la plaque. Et il raconte une parabole qui dit un peu son état d'esprit. Il sème et ça pousse pas. Quand ça pousse, le soleil brûle, le diable vient arracher, les pierres étouffent. Mais en même temps, au milieu, il dit, quand ça pousse bien. Ouais. On voit Jésus qui est fatigué. Et s'énerve d'ailleurs, hein. Parfois ça l'agace, quoi. Et il frappe des gens d'ailleurs, le Jésus. Mais c'est vrai. Puis on voit Jésus fatigué qui va chez Marthe, Marie, Lazare pour prendre un peu de repos. On voit Jésus exténué, on voit Jésus en colère, on voit Jésus fragile en fait. Et sur la croix, dans la Passion, on en a une belle expression. Quand il est à Gethsémani, il panique tellement qu'il transpire du sang. Ouais. On a vu 5000 ans avant Jésus-Christ, ce phénomène est déjà décrit. Donc il est humain, il est biologique. C'est-à-dire il atteint un niveau d'angoisse qu'il transpire du sang, le garçon. Il faut imaginer le truc. À tel point que chez Luc, on le voit, Dieu envoie un ange pour le calmer, pour dire, ça va. Sur la croix, on le voit désespéré. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et je pense que Jésus, en faisant cela, vient nous dire que notre fragilité, c'est le lieu où il vient nous rencontrer. Dieu vient nous rencontrer, pas dans nos forces, hein, parce qu'on n'a pas besoin de Dieu dans nos forces. Ouais, c'est ça. Il vient nous rencontrer dans nos fragilités pour nous dire que c'est dans nos fragilités que nous apprenons à entrer en relation de manière saine. Ce n'est pas dans nos forces. Autrement, l'autre, on l'écrase. Et notre société l'a suffisamment vu. Or, quand on entre en relation en tenant compte de nos fragilités, ça veut dire que, pour reprendre le pape François dans Christus Vivit, l'autre devient une terre sacrée.
pour laquelle il faut se déchausser pour entrer après avoir été invité. Et je crois que les sacrements de l'Église nous font entrer dans cette logique-là. Et ce n'est pas toujours facile pour nous parce qu'on a toujours un désir de toute puissance, on fait écraser les gens, les dominer, et c'est dommage. Sans transition, un homme et une femme. Nicole Croisy. Tout de suite, mauvaise imitation. Nous parlons de mariage. Pourquoi se marie-t-on de plus en plus tard en France? Question à laquelle nous tentons de répondre. Anouk Paulus est avec nous, elle qui co-anime avec Chloé Lévy Feminity Podcast, le podcast Feminity. Vous êtes également coach, live and love coach, j'aime bien dire ça à l'américaine. Anouk, qui est en... On peut dire que vous êtes en Belgique? Oui, vous vous promenez, hein, mais à Bruxelles, voilà. Pauline Harry est également avec nous, elle qui est journaliste spécialiste des questions autour des droits des femmes et spécialiste en bioéthique également, qui a écrit le récent ouvrage Les ravages du genre au CERF. Et puis enfin, le père Eugène Gameau, que vous commencez à connaître certainement, nos auditeurs d'RCF et de Radio Notre-Dame, qui est prêtre, jeune prêtre encore pour le diocèse de Créteil, et à Notre-Dame, vicaire Notre-Dame de Vincennes. Voilà qui est reprécisé. Et c'est vrai que voilà, nous parlions effectivement des conflits, parfois fréquents, mais surtout des demandes de pardon, père Eugène Gameau, entre vos parents qui vous a beaucoup marqué. Un geste qui est, je le disais, aux uns et aux autres aujourd'hui, me semble-t-il, de moins en moins en vogue. On ne demande plus, on s'excuse à la limite, mais on ne demande plus vraiment pardon. Ça aussi, ça peut casser, briser des relations qui auraient pu être superbes, quoi. Moi, j'ai appris à demander pardon en regardant mes parents. Et vous allez rire parce que ma péricope d'ordination diaconale et presbytérale, c'est Matthieu 5,7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je reconnais que mes parents m'ont façonné dans la manière avec laquelle ils entrent en relation. J'ai eu la chance, je l'assume, de voir des parents fragiles d'une certaine manière. Fragiles dans le sens où ils ont eu la simplicité devant leurs enfants de dire à un moment, on s'est trompé. Je me suis planté. Voilà, on s'est planté. Ouais. Et on vous demande pardon à vous, les enfants, pour ci ou pour ça. Ou encore l'un vis-à-vis de l'autre. Et ce que je crois admirer le plus chez ces deux-là, pardon, je m'étale, ce que je crois admirer le plus chez ces deux-là, c'est que ce sont des êtres humains, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été des super-héros, à mes yeux, sans être des héros non plus.
mais plutôt des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui ont assumé qu'à un moment, il y a dans notre humanité des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, et on compose avec. Et je crois que la question de l'engagement se joue peut-être aussi à ce niveau-là. Pour s'engager, il faut accepter qu'on est fragile, qu'on ne se suffit pas à soi-même, que la route avec l'autre n'est pas automatique, elle ne va pas de soi, et qu'elle va demander chaque jour de se poser les bonnes questions. On dit ça de cette manière-là. Alors, je suis désolée de casser un peu l'ambiance, mais effectivement, pour répondre à la question pourquoi se marie-t-on de plus en plus tard en France, est-ce qu'il n'y a pas aussi une génération, vous en avez un petit peu parlé, Pauline, tout à l'heure, de déçus par avant, c'est-à-dire, alors on revient à l'idéalisme et à l'idéalisation, mais en gros, est-ce que la société ne fait pas tout pour, sans parler de complotisme, ne fait pas tout pour nous faire croire ou nous persuader que la solitude est quand même la bonne solution à tout pour être à peu près heureux? Oui, après, je vais être en vivant jusqu'à 150 ans. Je vais être très terre à terre, mais il y a quand même des avantages matériels, fiscaux. Désolée de parler de ça. C'est vrai. À être mariée. C'est vrai. Donc, non, il y a des... Oui, voilà, il y a différentes discriminations. Il y a des choses qui sont en place matériellement dans la loi pour comme qu'il soit plus avantageux d'être marié que d'être célibataire, ou même que d'être en PACS. Alors, en fait, la baisse du mariage va avec l'augmentation du nombre de personnes pacsées, mais en fait, le PACS ne protège pas du tout comme le fait le mariage en cas de décès, les enfants, l'adoption, etc. Donc, il y a quand même, tout est fait quand même pour maintenir le mariage. Et il ne va pas s'effondrer. Et... après, par rapport au mariage religieux, il y a un déclin, je pense, parce qu'il y a aussi un déclin de la croyance. Depuis quelques années, l'athéisme a pris... Enfin, les athées sont en majorité, petite majorité. Par contre, les jeunes deviennent plus croyants et de façon plus engagée. Donc voilà, c'est une tendance qui ne va pas... Ça veut dire que ça va peut-être se relancer, le mariage voilà, va les peut-être moins de 25 augmenter. ans sont... j'ai vu une petite majorité, c'est pas une grande majorité de croyants, mais ils sont très engagés. Quand ils le sont, ils le sont à fond, quoi. Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Donc il peut y avoir clairement un mouvement de regain du mariage religieux. Après, moi, ce que j'ai vu dans mes diverses lectures, c'est que on dit, voilà, le mariage n'est pas tellement un engagement. Donc, c'est ce que vous disiez, que on se marie quand on a déjà, quand on est sûr, en fait, de son conjoint, un peu comme une confirmation. Tout à fait. Au lieu de dire, c'est à la fois une confirmation, mais en même temps, c'est le début de quelque chose. Et ça engage, et donc ça transforme le couple, finalement. Et apparemment, il y a moins cette idée. Et en fait, le mariage est devenu autre chose. J'ai vu qu'il y avait beaucoup le mariage en tant qu'événement. Parce que c'est cher. J'ai vu, les gens pensent que ça coûte 6 000 €. En fait, non, ça coûte plutôt 15 000 €. Donc, c'est cher. Et c'est gratuit à l'église. C'est ça. D'accord. C'est un bon argument pour l'église. Oui. Et donc, il y a un côté esbrouf. J'ai vu ça, qu'il y avait un côté, on ne se marie pas pour sacraliser le lien, mais pour faire une fête. Pourquoi pas, hein, moi, j'ai rien contre. C'est pas mais faux. Voilà, hein. pour faire une fête. C'est ce qu'on entend à droite à gauche. Et ce que j'ai entendu autour de moi, c'est... je pense que c'est vrai, c'est qu'il y a d'autres façons de s'engager dans un couple. Acheter une maison, c'est comme faire des enfants, c'est comme l'engagement ultime. Parce que vous êtes lié au père de votre enfant toute votre vie. C'est comme voilà. Et voilà. Et d'autant plus que les enfants naturels ont maintenant autant de droits que les enfants issus d'un couple marié. Ça revient au même. Depuis 1962. Égalité des droits. Donc, en fait, faire des enfants, finalement, ça peut remplacer le mariage. Sauf qu'en fait, on ne parle plus du mariage en tant que rituel en soi. C'est-à-dire que le mariage sert à autre chose que à être marié, finalement. C'est l'événement festif. C'est un petit peu pour avoir un... Voilà, il n'y a pas le même statut vis-à-vis des autres, de l'entourage, de la famille, quand on est un couple marié. Quand marié, voilà. ça y est, etc. Mais en fait, on parle... Prestige social... Oui, voilà. Enfin, si je puis dire. Bah oui, non, mais complètement. Et quid du mariage en tant que mariage? Quid du mariage en tant que mariage? C'est une bonne question que vous posez là, Pauline. Hein. Ouais. C'est vrai. Et vous avez dit quelque chose qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une génération aussi. On se rend compte que chez les plus jeunes, les jeunes adultes, les grands ados aujourd'hui, il y a un rapport à la foi qui est plus engagé. Vous serez étonné, par exemple, d'entendre que, et ça, moi, je l'ai vu chez un certain nombre de jeunes qu'il m'est arrivé de fréquenter, de se dire, pas de relation sexuelle avant le mariage. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre à l'entendre. Et c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'on se dit, pour la génération au-dessus, c'est strictement l'inverse. Ouais. Mais je pense, et vous avez raison de le dire, qu'il y a une génération montante, on va dire ça comme ça, qui s'engage de manière plus radicale et qui vient nous titiller, nous, la génération au-dessus, en nous disant, est-ce que vous y croyez à cette affaire-là? Et on le voit dans le regain des baptêmes, par exemple. Nos catéchumènes et nos néophytes nous challengent. Je vais vous prendre un seul exemple, pardon, mais
un néophyte, si je ne dis pas de bêtises, qui va rendre visite à des prêtres, pardon, je tape sur mes confrères, vendredi de carême, et on avait sorti de la charcuterie. Et il a dit, je ne comprends pas que des prêtres puissent manger de la charcuterie un vendredi de carême. On a tous regardé nos orteils, hein, mais vraiment. Et donc, il y a quelque chose d'une génération qui vient nous titiller en nous disant, est-ce que ce que vous nous prêchez, vous y croyez vous-même un tout petit peu? Et est-ce que vous êtes prêt à entrer dans cet engagement-là? Non pas simplement pour ses effets, comme beaucoup le font, mais pour ce qu'il est en lui-même. Et il y a de belles questions. Il y a du boulot, c'est vrai. Ça tombe bien, vous êtes encore un bébé prêt, ça tombe bien. Moi, ça me parle très fort. Ça me parle très fort parce qu'en fait, je me rends compte que les couples qui capotent beaucoup, c'est des couples qui ne croient pas tout court. Et donc, on parle du fait que on se marie de plus en plus tard, mais est-ce qu'on croit vraiment à ce mariage et est-ce que ce n'est pas pour plein d'autres raisons qu'on le fait? Mais par contre, ceux qui croient en Dieu ou dans une forme de spiritualité, quoi qu'il arrive, ils ont foi dans le chemin et dans les choix qu'ils réalisent. Et en fait, il n'y a pas cette peur, il n'y a pas ces craintes, il y a cette acceptation de tout ce dont on a parlé. Pas avec l'épée de Damoclès, c'est ça que vous êtes en train de dire. Vraiment, on parle avec autre chose. Tout à fait, mais on croit aussi dans ce qu'on est en train de faire. Et à aucun moment, même si la peur vient, elle est vite balayée par tout le reste. Par la confiance. Et par la confiance. Et aujourd'hui, c'est ce qui, moi, je trouve, manque. Et quand je vois les proches que j'ai autour de moi, toutes les personnes qui sont spirituelles, elles sont moins impactées par ces peurs, elles sont beaucoup plus sereines et elles visualisent le couple, le mariage d'une manière beaucoup plus... Prennent de la hauteur, mais clairement, elles se remettent en question. Et ont une vue globale sur ce qu'est le mariage, ce qu'est le couple. Et par contre, toutes celles qui ne sont pas ancrées spirituellement sont en proie à... Vraiment. Alors moi, j'avais une dernière question, mais je ne sais pas si je vais la poser. Par exemple, au Perrange, vous avez l'air d'avoir beaucoup de réponses aujourd'hui. Donc, vous êtes très lumineux et pétillant. Ma petite nièce, je ne citerai pas laquelle, j'en ai 22, qui me disait... L'autre jour, non mais moi, Tata, de toute façon, le mariage ne me fait pas rêver, plus rêver, elle a 26 ans, ne fait plus rêver parce que je vois tous les problèmes chez mes copains qui sont mariés, qui sont cathos, etc. Mais ils ont tellement de problèmes, et ça me fait plus du tout rêver. Qu'est-ce que vous lui répondez alors? Je lui répondrai, c'est une bonne chose que le mariage ne la fasse pas rêver parce que le mariage n'est pas fait pour rêver, il est fait pour être éveillé. Voilà la bonne réponse. Totalement. Merci Marie-Josène Gameau, merci Pauline Harrier, merci Anouk Paulus. Merci les amis et très bonne soirée à tous. Merci.